Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une réalité musicale qui pourtant ne s'entend pas, l'isorhythmie. L'isorhythmie est une technique de composition qui est extrêmement présente dans la musique vocale du XIVe siècle et en particulier dans un genre précis qui s'appelle le motet. Pour parler à la fois de cette technique et de ce genre, il faut remonter un tout petit peu plus dans le temps, c'est-à-dire à l'époque qu'on appelle Notre-Dame, qui donc est contemporaine de la construction de la cathédrale de Paris, dont la première pierre a été posée en 1163. On se trouve au Moyen-Âge dans ce qu'on appelle la civilisation du commentaire ou de la glose, et donc en matière musicale, évidemment, l'autorité à commenter, c'est celle du chant grégorien. C'est ce que font deux compositeurs dont les noms nous sont restés aujourd'hui à l'époque de Notre-Dame, c'est-à-dire Léonin et Perrotin. Ces deux personnalités vont écrire des organas, à savoir qu'une des voix fait entendre les notes du chant grégorien et puis une voix ajoutée, donc une polyphonie, propose un commentaire de ces notes issues du grégorien. L'organum de Notre-Dame présente donc une voix, le ténor, qui tient les notes du grégorien, et puis une voix supérieure qu'on appelle le déchant, qui fait des vocalises, c'est-à-dire des notes sans aucun texte. On peut entendre ici un exemple de probablement Léonin, qui s'appelle Viderunt Omnes, qui est un organum pour la messe du jour de Noël. L'interprétation rythmique de cet organum est plus ou moins laissée libre à l'interprète. Il n'y a pas de difficulté à synchroniser les deux voix entre elles. Par contre, on a des sections à l'intérieur de cet organum qui présentent des rythmes plutôt écrits. Et c'est ce qu'on appelle des clausules. Vous pouvez entendre ici un exemple où vous allez avoir donc le ténor et la voix supérieure qui font un rythme bien précis. Dans cette clausule, qui est en réalité une vocalise sur le loup de Alléluia, vous avez pu remarquer que le ténor présentait une sorte de répétition de certaines notes. Alors ce qu'on entend ici, c'est Do, Ré, Fa, Ré, Sol, Mi, Sol, Do, Do, qui va se répéter 2, 3 ou 4 fois au ténor. Cette répétition d'un schéma de hauteur précise est plutôt une exception, hein, puisqu'en réalité, dans le grégorien et dans toute une partie de la musique un peu plus ancienne, on ne répète jamais la musique. Cet élément-là, c'est-à-dire la répétition d'une structure, d'une substance mélodique, sera un des ingrédients de notre fameuse isorhythmie. La génération contemporaine de Perrotin, c'est-à-dire dans la seconde partie de l'école de Notre-Dame, va composer ce qu'on appelle des clausules de substitution. Ça veut dire que là où vous avez une clausule pour un mot donné, par exemple sur Nostrum, toute une série de compositeurs vont proposer des nouvelles clausules que vous pouvez substituer. Donc un jour, vous pouvez faire telle ou telle vocalise sur Nostrum, et puis à une autre occasion, vous pouvez proposer une alternative à cette clausule. C'est ce que vous voyez ici sur cette page avec toute une série de nostrum qui en réalité ne sont pas des pièces qu'on répète, hein, mais on choisit simplement un exemplaire de ce nostrum plutôt qu'un autre, et donc ce nostrum s'intègre dans le grégorien plus vaste qui est donc le Pascha Nostrum Immolatus. C'est à partir de ces clausules ou de ces clausules de substitution que naît le motet, qui est un nouveau genre. Alors comment ça se passe exactement? Vous prenez une clausule, donc je répète, hein, vous avez un ténor qui vient du grégorien et puis un déchant, des vocalises au-dessus. Puis le motet, c'est simplement cette idée d'ajouter un texte sur ces vocalises. Au lieu de chanter sur O ou sur A ou sur n'importe quelle voyelle, vous allez ajouter un texte qui est souvent lui-même un commentaire des écritures ou un commentaire liturgique de la pièce en question. Évidemment, vous allez devoir placer une syllabe sur chaque note, et c'est ce que vous voyez ici sur cette partition, pour un motet qui s'appelle Gaudeat Devotio. Vous voyez donc que vous avez une note pour chaque syllabe. On peut écouter ici un extrait audio de cette pièce.
Même s'il a quelques antécédents profanes ou monodiques, le motet va devenir petit à petit le lieu de divertissement universitaire, hein, essentiellement à Paris d'ailleurs, pour le plaisir des érudits. C'est-à-dire que ces compositeurs vont montrer la supériorité de cette musique savante, hein, issue des universités, sur la tradition plutôt populaire ou, disons, on va dire, héritée des troubadours ou des trouvères. C'est dans ce nouveau motet que va se développer certaines innovations techniques qui vont rester, hein, à la fin du Moyen-Âge et puis au début de la Renaissance. L'exemple type du motet fin XIIIe, début XIVe siècle se présente sous la forme d'une pièce à 3 voix où vous avez 3 textes différents. Donc un texte à chaque fois. L'idée, c'est évidemment de combiner ces choses différentes pour en faire une œuvre d'art. Je peux vous faire écouter ici un motet qui s'appelle L'autre jour, au temps pas court in seculum, qui est tiré du codex Bamberg et qui présente ici une innovation qu'on appelle un ténor à double cursus. C'est-à-dire que le ténor va présenter un matériel, c'est-à-dire des notes avec des hauteurs et des rythmes, qu'on va répéter une deuxième fois. Pour les musiciens universitaires qui composent ce type de pièce, on est vraiment dans le cœur de la composition justement, donc qui vient du latin componere, qui veut dire simplement mettre les choses ensemble. Alors si on prend un exemple tiré d'un autre codex, ici le codex Montpellier, qui s'appelle « J'ai les mots d'amour que ferait in seculum », donc encore sur le même ténor in seculum, vous allez avoir une voix qui vient d'un motet, d'accord, ou ce qu'on appelle un motet hanté, donc on répète certains refrains bien connus. La deuxième voix, elle est tirée d'un rondeau, aussi bien connu à l'époque, et puis le ténor, lui, il vient d'un ténor assez connu issu de la liturgie. Et donc vous voyez que, évidemment, le divertissement ou l'amusement consiste pour le public à reconnaître ces différents emprunts dans le populaire et puis à juger de l'efficacité ou du talent du compositeur à mettre ensemble ces différentes choses tout à fait hétérogènes. C'est à la fin du codex Bamberg que j'ai déjà mentionné tout à l'heure que se trouve toute une série de pièces extrêmement intéressantes qui sont basées sur ce fameux ténor in seculum. Ce sont des pièces qui n'ont pas de texte, donc étaient probablement destinées à des jeux instrumentaux ou simplement à de la spéculation. Dans un de ces motets, on va trouver un ténor avec un double cursus, c'est-à-dire qu'il se répète. Mais ici, on a 34 notes qui constituent le mélisme, ou autrement dit le réservoir des hauteurs. Et puis le compositeur va sectionner son ténor en faisant 11 fois 3 notes groupées. C'est ce que vous voyez ici, 1, 2, 3 notes, 1, 2, 3 notes. 11 fois. Puis évidemment, avec 11 répétitions et puis 34 notes à caser, il y a évidemment un petit problème, c'est que vous allez tomber sur 3 fois 11 notes, ça fait 33 et donc il manque une note. Le deuxième cursus, donc qui fait réentendre le même rythme, va donc commencer sur la 34e note et donc au lieu d'avoir la première note comme à la première occurrence, ça va être la deuxième note que vous entendez à la deuxième occurrence. Et donc tout le cycle va être décalé. C'est dans ce type de pièce qu'on va avoir la séparation en réalité entre l'aspect rythmique d'une chose et l'aspect mélodique ou des hauteurs de la même chose. Ce déphasage d'une note va faire qu'en réalité le deuxième cursus est complètement différent du premier, même si évidemment la structure rythmique là derrière c'est la même et puis la structure des hauteurs est la même aussi, modulo une note évidemment. C'est ce décalage entre la substance mélodique et la substance rythmique qui constitue ce qu'on appelle l'isorhythmie. Alors normalement, la durée et la hauteur d'un événement sonore sont indissociables. Dès que vous chantez une note, une hauteur précise, elle a une durée aussi. Et dès que vous voulez chanter une durée, vous la faites sur une hauteur. Donc c'est uniquement un processus d'abstraction qui permet d'extraire à la fois l'ADN rythmique et l'ADN mélodique d'une mélodie. Alors ça paraît un tout petit peu compliqué, mais on va prendre un exemple tout à fait simple pour que vous puissiez comprendre. Alors on va prendre un exemple avec 3 durées seulement. Donc vous voyez ici, j'ai mis simplement
une durée de 1 seconde, une durée de 2 secondes et une durée de 4 secondes. Autrement dit, pour les musiciens, ça ferait donc une noire, une blanche et une ronde. Ça, c'est le matériel rythmique. À côté de ça, on va prendre un matériel de hauteur qui est tout à fait simple, qui fait donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. J'ai mis ici des couleurs pour bien identifier ce matériel des hauteurs. Donc vous avez le rouge pour le Do, le bleu pour le Ré, le jaune pour le Mi, le violet rose pour le Fa et puis le vert pour le Sol. Et donc ce que fait le compositeur de l'isorythmie, c'est qu'il va prendre évidemment ces 3 durées et ces 5 notes et puis il va distribuer pour chaque hauteur tel rythme ou pour tel rythme telle hauteur. Donc si on regarde la première occurrence qu'on peut avoir avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on va avoir 1 seconde pour le Do, 2 secondes pour le Ré et puis 4 secondes pour le Mi. Et puis pour le Fa, on recommence le cycle des durées, donc on va avoir 1 seconde pour le Fa, 2 secondes pour le Sol. Et donc c'est ce que vous voyez ici. Si on regarde l'incarnation de la deuxième occurrence des hauteurs, on va toujours avoir évidemment Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc les couleurs rouge, bleu, jaune, violet, vert, mais les durées vont changer. On va avoir puisqu'on terminait le cycle 1 avec la valeur 2, la valeur suivante c'est 4, donc on va commencer par 4 et on va faire 4, 1, 2, 4, 1, ainsi de suite. Donc vous voyez que la résultante auditive de cette chose-là, de la deuxième occurrence, est complètement différente de la première occurrence. On peut faire le même exercice avec la troisième occurrence, on va de nouveau avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, mais un rythme encore différent puisqu'on termine la deuxième occurrence par le 1, donc on va commencer la troisième occurrence par le 2, et donc ça va faire 2, 4, 1, 2, 4. Encore une fois, on a une occurrence numéro 3 qui est différente de la 2 et puis de la 1. Alors évidemment, au bout d'un moment, on a une rencontre, on utilise ce que vous avez fait probablement à l'école, le plus petit multiple commun. Ici, entre 5 et 3, c'est 15, et puis après, on divise chaque fois par le nombre d'objets, et donc on va répéter 5 fois le rythme, 5 fois les 3 valeurs et 3 fois les 5 hauteurs pour retomber en phase. Alors ces procédés commencent à être dans l'air du temps, on va dire, à la fin du XIIIe siècle et vont intéresser toute une série de musiciens, philosophes, mathématiciens au XIVe siècle, essentiellement à Paris. On a plusieurs personnalités de premier plan, notamment Nicole Oresme qui est mort en 1382, qui nous laisse beaucoup de traductions d'Aristote et notamment un traité qui s'appelle Agorismus Proportionum, et ça fait le lien avec tout cet héritage qui lie les mathématiques et la musique. Alors on les liait du point de vue de l'intervalle, des hauteurs, d'accord. Référez-vous si jamais à une des précédentes vidéos que j'ai fait sur l'harmonie des sphères, qui montre simplement que des proportions simples donnent naissance à des intervalles harmoniques. Par exemple, la proportion 1 sur 2 donne l'octave, la proportion 3 sur 2 donne la quinte, et puis la proportion 3 sur 4 donne la quarte. La plupart des compositeurs qui ont marqué cette période sont issus évidemment du système universitaire, donc les arts libéraux, où on apprend évidemment la musique, mais aussi l'astronomie, les mathématiques. La musique est ici vraiment considérée comme un art des proportions. On a par exemple Johannes de Muris ou Philippe de Vitry, qui ont d'ailleurs les deux écrit des traités dans les années 1320, qui donnent le nom à la période qui nous occupe ici, c'est-à-dire le XIVe siècle français, qu'on appelle l'Ars Nova. Un des traités s'appelle Ars Nova Musicae, et puis le traité de Vitry s'appelle simplement Ars Nova, qui signifie une nouvelle façon, une nouvelle manière donc de faire de la musique. Alors c'est évident qu'on a des proportions arithmétiques dans la gestion des hauteurs, mais la nouveauté ici avec le XIVe siècle, c'est qu'on va pouvoir introduire des proportions de temps, donc des proportions dans la durée. Comment ça marche? C'est assez simple, on utilise justement cette fameuse isorythmie et donc le lien proportionnel entre le thaléa et le colore. Alors le colore, c'est simplement le nom qui désigne la répétition d'une séquence de hauteurs données, par exemple notre Do, Ré, Mi, Fa, Sol de tout à l'heure. Et puis la thaléa, c'est plutôt la répétition d'une configuration rythmique, donc les 3 notes qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez ici une définition proposée par Johannes Tinctoris un petit peu plus tard, en 1473. Ces définitions ont fluctué un tout petit peu dans les 2 siècles précédents, mais petit à petit, on a utilisé cette terminologie d'une façon univoque. Alors évidemment, les proportions arithmétiques simples peuvent exprimer des hauteurs. Je vous ai dit le 3
pour deux, ça signifie une quinte au niveau des hauteurs, mais comment on peut le transposer dans le domaine du temps? On peut prendre un exemple ici de Philippe de Vitry, qui est un des principaux protagonistes de ce fameux motet isorhythmique. Vous voyez ici le ténor, il se compose de 60 notes en tout. Et puis si vous regardez attentivement, en réalité on va avoir deux colores, c'est-à-dire on a 30 hauteurs bien précises qui se répètent deux fois. Et puis on va avoir 20 durées précises qui se répètent trois fois. Et donc pour arriver à 60, en réalité, on va avoir 2 fois 30 hauteurs, mais 3 fois 20 durées. Donc Vitry crée ici une proportion, c'est-à-dire 3 thaléas sur 2 colores, et donc il va créer une sorte de quinte temporelle. Un des berceaux de cette nouvelle écriture se trouve dans une pièce célèbre de la littérature française qui s'appelle le roman de Fauvel, donc qui date grosso modo du début du XIVe siècle. Vous avez 12 sources manuscrites qui contiennent ce roman, et puis dans l'une d'entre elles, qui contient des ajouts un peu plus tardifs, on trouve justement 24 motets polyphoniques dont certains sont isorhythmiques, c'est donc des motets isorhythmiques. Le roman de Fauvel, il est célèbre puisque c'est un anagramme, donc Fauvel, c'est en réalité flatterie, avarice, vilainie, variété, envie, lâcheté. Un des motets isorhythmiques de ce roman de Fauvel est justement de la main de Philippe de Vitry. Vous voyez ici la partition avec le ténor qui est tout en bas, d'accord, qui n'a pas de texte évidemment. Donc ici aussi, vous allez avoir une construction arithmétique. Donc Vitry va proposer 2 fois le colore et puis 6 fois la thaléa. Donc vous voyez ici le colore qui contient donc 36 notes, sans rythme, et puis la thaléa qui elle est rythmique propose 12 durées. Et donc pour avoir un dénominateur commun, évidemment, vous devez faire 2 fois les hauteurs, c'est-à-dire 2 fois 36, qui est égal à 6 fois 12 durées, donc 6 fois 12 égale 2 fois 36. Si on écoute le début de ce motet, Garit Gallus, vous n'entendrez pas ces rapports évidemment, parce que notre perception musicale n'est pas capable, notre perception humaine n'est pas capable de percevoir des changements temporels sur une si longue échelle. Évidemment, c'est quelque chose qui relève plutôt de la musica speculativa, donc de la musique spéculative. On va spéculer sur des rapports de nombres qui sont destinés à la beauté de l'édifice arithmétique, donc elle n'est pas destinée à être entendue. On la voit évidemment sur partition, on peut l'analyser, mais on ne l'entend pas. Ça donne la structure à la pièce, mais qui n'est pas une structure formelle comme un thème et variation qui va s'entendre aisément. Le terme isorhythmie ou le motet isorhythmique ne fait pas partie du vocabulaire de l'époque, de la fin du Moyen-Âge. C'est un théoricien, un musicologue au début du XXe, Friedrich Ludwig, qui a dans plusieurs articles utilisé ce terme, puisque isorhythmique signifie le même rythme, et donc on a évidemment la répétition de ces aspects rythmiques. Par contre, le terme colore et le terme thaléa sont vraiment utilisés à l'époque. Entre 1310 et grosso modo 1440, donc fin du Moyen-Âge, passage à la Renaissance, on a à peu près 250 motets isorhythmiques qui nous sont parvenus. On a beaucoup de sources qui ont disparu, donc il en existait sûrement plus à l'origine. Les principaux compositeurs de ces motets isorhythmiques sont Vitry, Machaut, Cicogna, Dunstable et puis Guillaume Dufay. On trouve ce procédé-là principalement dans les motets, mais il s'est évidemment étendu à d'autres genres. Et donc un exemple célèbre, c'est évidemment la messe de Notre-Dame de Guillaume Machaut, qui contient certaines parties, notamment le Kyrie, qui sont écrites totalement en isorhythmie. À partir de 1400, cette technique d'écriture commence à passer de mode, et puis on va la trouver seulement dans des grands motets qui sont écrits, composés pour des occasions particulières, ou pour des inaugurations d'églises, ou pour le couronnement d'un roi ou d'un empereur. C'est le cas notamment de toute une série de motets isorhythmiques écrits par Dufay, qui est un des derniers grands représentants du genre et qui est aussi un des premiers compositeurs de la Renaissance. Donc le passage du Moyen-Âge à la Renaissance se fait encore avec ce motet isorhythmique.
L'isorythmie de la fin du Moyen Âge est un des premiers procédés d'écriture qui permet un tel niveau d'abstraction entre les hauteurs et les durées et lie tout ça aux préoccupations mathématiques de l'époque. Ce type de procédé nécessite évidemment la notation musicale puisque c'est par la notation, le fait de voir les hauteurs et les durées qu'on peut évidemment extrapoler certains procédés. C'est grâce à ce type de procédé que la notation musicale ne devient pas seulement une méthode pour enregistrer, pour se rappeler une musique, mais aussi un outil pour composer de nouvelles musiques, pour proposer des innovations techniques qui auront évidemment une large descendance si on pense à certaines musiques du XXe siècle notamment. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.